Mon mari a échangé la voiture de collection de mon défunt père contre une moto. 2 mois plus tard, il a subi son plus grand retour de karma. Mon père est décédé quand j'avais 28 ans après s'être battu contre un cancer pendant 2 ans. Il m'a laissé sa Chevelle 1969 que nous avions restaurée ensemble quand j'étais au lycée. Chaque week-end pendant 3 ans, nous avions travaillé sur cette voiture dans son garage, remplaçant les pièces, réparant la rouille, la peignant dans la nuance parfaite de bleu. Il m'a tout appris sur les moteurs et sur la vie pendant ces heures passées sous le capot. Quand il est tombé malade, il m'a fait promettre de garder la voiture en état de marche et de ne jamais laisser personne me dire que ce n'était que du métal et des pièces détachées. C'était notre battement de cœur commun. Il a dit, j'ai épousé Craig 2 ans après la mort de mon père. Au début, il semblait soutenir mon intérêt pour la voiture. Il disait même que c'était cool que je m'y connaisse en mécanique. Il avait grandi dans la richesse avec des parents qui lui achetaient des voitures neuves dès qu'il le voulait, alors il trouvait mon attachement mignon et original. Nous gardions la Chevelle dans notre garage sous une bâche, et je la sortais pour faire un tour le dimanche, comme papa et moi avions l'habitude de le faire. Craig avait sa propre BMW que ses parents louaient pour lui, donc nous ne nous disputions jamais au sujet des véhicules. Pendant 3 ans de mariage, tout allait bien. Puis Craig a découvert les motos. Son collègue a apporté une Harley au travail et a laissé Craig l'essayer sur le parking. Craig est rentré à la maison ce jour-là en parlant de liberté, de grands espaces, et en disant que les voitures étaient des prisons comparées aux motos. J'ai dit que c'était bien, en pensant que c'était une passade. Ce n'en était pas une. Craig a commencé à aller à des salons de motos tous les week-ends. Il a rejoint des forums en ligne. Il a acheté des blousons en cuir et des casques avant même de posséder une moto. Il n'arrêtait pas de me montrer des photos de motos, qui coûtaient plus cher que notre budget alimentaire annuel. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas nous permettre une moto pour le moment, car nous économisions pour une maison. Il a répondu que nous avions de l'argent qui dormait dans le garage et prenait la poussière. Il parlait de la Chevelle. Je lui ai dit que la voiture n'était pas à vendre et ne le serait jamais. Il a dit que j'étais égoïste de garder un bien de valeur enfermé pour des raisons sentimentales. Je lui ai rappelé que c'était la voiture de mon père, qu'elle m'avait été léguée et que le titre de propriété était uniquement à mon nom. Il a rétorqué que les couples mariés partageaient tout et que j'étais hypocrite puisque je conduisais parfois sa BMW. Un jeudi, en rentrant de mon service d'infirmière, j'ai trouvé le garage vide. La Chevelle n'était plus là. Craig était dans le salon, un casque sur la tête, souriant comme un enfant. J'ai demandé où était ma voiture. Il a dit qu'il avait fait un « excellent échange », qui nous profiterait à tous les deux. Il avait échangé la Chevelle à un collectionneur contre une Harley-Davidson flambant neuve et $3000. Il prétendait que la moto valait plus que la voiture et que nous pourrions utiliser l'argent pour le fond de la maison. Je lui ai demandé de répéter ce qu'il venait de dire car je ne pouvais pas y croire. Il avait réellement échangé la voiture de mon défunt père sans ma permission contre une moto. Il a dit que je réagissais de manière excessive et que la voiture ne servait à rien de toute façon. Je lui ai dit qu'il m'avait volé. Il a répondu qu'une femme ne peut pas voler son mari parce que tout est un bien commun. Je lui ai montré le titre de propriété à mon seul nom, datant d'avant notre mariage. Il a dit que ce n'était que du papier et que les vrais mariages ne fonctionnaient pas comme ça. J'ai appelé le collectionneur avec qui Craig avait fait l'échange. L'homme a dit que Craig lui avait assuré que j'étais d'accord, mais que j'étais trop émue pour être présente. Il a ajouté que Craig lui avait montré des photos de nous deux pour prouver qu'il était mon mari. Il se sentait mal, mais a déclaré que l'échange était définitif et qu'il avait déjà commencé à démonter la voiture pour les pièces. Il mentait sur ce dernier point, il voulait juste garder la voiture. J'ai appelé la police. Ils ont dit que c'était une affaire civile puisque Craig était mon mari. J'ai appelé un avocat qui m'a dit que je pouvais poursuivre, mais que ce serait coûteux, et que Craig avait techniquement commis une fraude, ce qui est criminel. Craig s'est mis en colère, disant que j'essayais de gâcher sa vie, pour une voiture. Ses parents m'ont appelé pour dire que j'étais matérialiste et que je devrais apprécier l'initiative de Craig pour avoir fait un échange rentable. Sa mère a ajouté que la moto était plus pratique de toute façon et que je devrais le soutenir. Craig a commencé à aller au travail en Harley tous les jours, publiant des photos en ligne sur son nouveau style de vie. Il a rejoint un club de motards et partait en virée chaque week-end sans moi. Il disait que je ne pouvais pas venir parce que je ne comprenais pas la culture et que je gâcherais l'ambiance avec ma négativité. 2 mois plus tard, Craig a eu un accident. Craig a eu un accident de moto alors qu'il roulait à 130 km/h pour frimer devant ses nouveaux amis motards, la détruisant complètement. Il n'avait pas d'assurance collision parce qu'il avait été trop radin pour payer une assurance tout risque. Pendant qu'il était à l'hôpital avec 2 côtes cassées, j'ai retrouvé le collectionneur qui avait la Chevelle de mon père et je lui ai fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser.
J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Alan, les mains fermes malgré la colère qui me brûlait la poitrine. La chambre d'hôpital où Craig gisait avec ses côtes cassées me semblait très loin. Alan a décroché à la 3e sonnerie, la voix prudente. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. J'avais le titre de propriété à mon nom. J'avais la preuve que Craig avait menti sur mon consentement. Et j'avais un avocat prêt à porter plainte pour recel de biens volés. Alan pouvait soit coopérer, soit expliquer à un juge pourquoi il avait accepté une voiture de la part de quelqu'un qui n'avait aucun droit légal de l'échanger. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que je me suis demandé s'il avait raccroché. Puis il s'est raclé la gorge et a commencé à parler de frais. Il avait déjà dépensé de l'argent pour l'entreposage de la Chevelle, disait-il, et il avait payé une évaluation initiale de l'état de la voiture. Sa voix avait ce ton défensif des gens qui se savent en tort mais ne veulent pas l'admettre. Je l'ai coupé en plein milieu de sa phrase. Ses frais étaient son problème, pas le mien. Il avait accepté un bien volé, et n'importe quel juge me donnerait raison au vu des documents que je possédais. La voiture était à mon nom propre avant mon mariage, ce qui en faisait un bien séparé selon la loi. Alan n'avait aucun argument légal, et nous le savions tous les deux. Je lui ai donné 48 heures pour réfléchir à mon offre avant de déposer plainte et d'engager une poursuite civile. Il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non non plus, ce qui m'a tout dit sur sa position. Ce soir-là, Mélodie est arrivée chez moi avec 2 bouteilles de vin et une grande pizza. Elle a vu ma tête et m'a serré dans ses bras avant même que je puisse dire un mot. Je l'ai conduite à la table de la salle à manger, où j'avais étalé tous mes documents. Le titre de la Chevelle trônait au centre, entouré des copies de mon acte de mariage, du rapport de police et des notes de mon avocat. Mélodie nous a versé 2 généreux verres de vin. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, depuis le jour où j'avais trouvé le garage vide. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression passant du choc à la colère, puis à la détermination. Quand j'ai fini, elle a rempli nos verres et m'a parlé de Roderick. Son mari était un mécanicien spécialisé dans les voitures de collection. Il pourrait évaluer l'état actuel de la Chevelle si je pouvais y avoir accès. Une évaluation professionnelle renforcerait ma position face à Alan. Mélodie a envoyé un SMS à Roderick sur le champ. Il a répondu en quelques minutes, proposant son aide. Avoir quelqu'un de compétent à mes côtés était la première bonne nouvelle depuis le début de ce cauchemar. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital voir Craig. Il était dans sa chambre en train de se plaindre à une infirmière que ses antidouleurs n'agissaient pas assez vite et que la nourriture de l'hôpital avait un goût de carton. L'infirmière m'a lancé un regard compatissant en sortant. Il ne m'a pas demandé comment j'allais et ne s'est excusé de rien. Il a juste déballé une liste de plaintes sur ses côtes, le lit inconfortable et son ennui. Je me tenais au pied du lit, le voyant clairement pour la première fois de notre mariage. C'était l'homme qui avait volé la voiture de mon père sans hésiter, qu'il avait échangée contre une moto pour frimer. Il s'attendait à ce que je le plaigne, alors qu'il avait détruit l'objet le plus précieux que je possédais. Quand il s'est enfin arrêté pour reprendre son souffle, je l'ai interrogé sur l'assurance de la moto. Son visage est devenu livide. Il a avoué qu'il n'avait qu'une assurance hautière parce que l'assurance tout risque était trop chère pour une moto de ce standing. Ses paroles flottaient entre nous comme un aveu de culpabilité. J'ai ressenti un froid sentiment de satisfaction. Craig avait détruit une moto à 30 000 $ sans aucune assurance pour couvrir les dégâts. Ses parents lui avaient toujours payé ses voitures, mais il avait acheté cette moto lui-même avec son salaire. Il en avait été si fier sur les réseaux sociaux. Et maintenant, elle n'était plus qu'un tas de ferraille, et il allait devoir rembourser le prêt lui-même, sans aucune aide de l'assurance. Je n'ai rien dit. Je suis juste restée là, le laissant voir la satisfaction sur mon visage. Craig a essayé de changer de sujet, demandant quand j'allais lui apporter des vêtements de rechange. Je lui ai répondu que je n'étais pas sa servante et qu'il n'avait qu'à demander à sa mère. Après tout, c'était elle qui pensait que j'étais matérialiste. Elle n'avait qu'à s'occuper de son confort elle-même. Le visage de Craig est devenu rouge, mais j'ai tourné les talons. J'étais à moitié du couloir quand j'ai entendu des talons claquer sur le linoléum derrière moi. La mère de Craig m'a appelé d'une voix perçante. Je me suis retournée pour la voir arriver, tirée à 4 épingles. Elle m'a immédiatement demandé pourquoi je n'étais pas plus présente pour Craig pendant sa convalescence. Quelque chose en moi a craqué. J'en avais fini d'être polie avec cette femme qui avait élevé son fils en lui faisant croire qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait sans conséquence. Je lui ai dit exactement ce que son fils avait fait, le vol de la voiture, l'échange illégal, l'accident causé par sa conduite imprudente. Elle a tenté de m'interrompre, mais j'ai continué. J'ai parlé du titre de propriété à mon nom et du mensonge de Craig envers Alan. Voyant que d'autres personnes dans le couloir écoutaient, son expression est devenue plus défensive. Elle a baissé la voix pour dire que le mariage exigeait des compromis.
Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que le vol n'était pas un compromis. Craig m'avait volé, purement et simplement. Elle a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un, et je suis partie sans me retourner. Je suis arrivée sur le parking avant que les larmes ne montent, brûlantes de colère. Je suis restée assise dans ma voiture 5 minutes pour me calmer. Je revoyais le visage de Craig quand j'avais mentionné le divorce, cet éclair de peur dans ses yeux. Tant mieux. Il devait comprendre qu'il y avait des conséquences. Je suis allée chez Mélodie. Elle a ouvert la porte avant même que je frappe et m'a fait entrer. Là, j'ai vraiment craqué. Ce n'étaient pas les larmes de colère du parking, mais des sanglots profonds venant d'une douleur sombre. Mélodie m'a tenue dans ses bras pendant que je m'effondrais. J'ai pleuré mon père, mon garage vide, et 3 ans de mariage avec quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment vu. Mélodie m'a fait du thé et a écouté mon récit de la scène à l'hôpital. Quand j'ai fini, elle m'a dit que la mère de Craig pouvait aller droit en enfer. Le lendemain matin, Roderick m'a montré les résultats d'enchères récentes pour des chevelles restaurées. Une voiture comme la mienne pouvait se vendre entre 40 000 et 60 000 $. C'était bien plus que ce que la moto de Craig avait coûté. J'ai rappelé Alan depuis la cuisine de Mélodie. Je lui ai proposé un marché, 15 000 $ pour récupérer la chevelle, ce qui couvrait ce qu'il avait donné à Craig et lui laissait un bénéfice. En échange, il devait me fournir un document écrit attestant que Craig avait menti sur mon consentement. Ce document me protégerait légalement et m'aiderait pour le divorce. Alan a fini par dire qu'il avait besoin de réfléchir. Je lui ai laissé 48 heures. Mélodie m'a suggéré de voir une avocate spécialisée, Marlène. Son bureau était rempli de meubles en bois sombre et de livres de loi. Je lui ai montré toutes mes preuves. Marlène a déclaré que j'avais un dossier solide pour un divorce pour faute. Dans notre État, tout bien possédé avant le mariage reste un bien propre. Craig n'avait aucun droit légal sur la chevelle. Ce qu'il avait fait n'était pas différent d'un vol commis par un étranger, en pire, car il avait violé la confiance conjugale. Marlène a précisé que les juges prenaient ce genre de trahison très au sérieux, surtout quand cela concernait des souvenirs de famille. 2 jours plus tard, Alan a accepté mon offre. Il a avoué qu'il s'était senti mal à l'aise dès le début, car Craig s'était montré très pressant. Alan préférait coopérer plutôt que de risquer des poursuites. Je suis allée à la banque et j'ai vidé presque tout mon compte d'épargne, voyant mon solde passer de 22 000 à 7 000 $. Cet argent représentait 2 ans de garde supplémentaires et de privation pour un futur que je pensais construire avec Craig. Mais récupérer la voiture de mon père valait chaque centime. Le virement a été effectué à midi. Le lendemain matin, Roderick m'a emmené à l'entrepôt d'Alan. L'air sentait l'huile moteur et le polish. Alan nous a conduits vers un coin climatisé où se trouvait ma chevelle sous une bâche. Roderick m'a aidé à soulever le tissu. Elle était là. Le bleu était exactement comme dans mes souvenirs. Alan m'a tendu une enveloppe avec sa déclaration notariée et les clés, qui portaient toujours le vieux porte-clés de mon père. Roderick a inspecté la voiture pendant 20 minutes. Tout était impeccable. Alan ne l'avait pas démontée. Une tension que je portais depuis 2 mois s'est enfin dissipée. Roderick voulait la conduire, mais j'ai refusé. C'était ma voiture, et je devais la ramener moi-même. En roulant, les larmes ont coulé. La voiture sentait encore le garage de mon père, ce mélange de vieux cuir, d'huile et de désodorisant au pain. En arrivant chez moi, mes voisins se sont rassemblés, soulagés de voir la voiture de retour. Je l'ai rentrée au garage et j'ai immédiatement changé le code du clavier numérique. J'ai remplacé notre date d'anniversaire de mariage par la date de naissance de mon père. Vers 19 h, Craig m'a appelé, furieux. Sa mère était passée devant la maison et avait vu la chevelle. Il hurlait que j'avais gaspillé nos économies alors qu'il était blessé. Je lui ai calmement expliqué que c'était mon argent propre et que je m'en étais servi pour récupérer un bien volé. Puis, je lui ai annoncé que notre mariage était terminé et qu'il recevrait les papiers du divorce dès sa sortie de l'hôpital. Il a paniqué, a promis de changer, a dit qu'il comprenait enfin. Je lui ai répondu qu'il était trop tard. Sa mère a rappelé 1 heure plus tard pour m'insulter de sans cœur. J'ai raccroché. 3 jours plus tard, Marlène m'a dit que les parents de Craig avaient engagé Duncan Perry, un avocat réputé pour les divorces houleux de familles riches. Il prétendait que Craig avait pris une décision commerciale de bonne foi pour améliorer nos finances. L'argument ignorait totalement que la voiture n'était pas un bien matrimonial. Lors d'une réunion, Marlène a étalé toutes nos preuves, incluant les SMS où je disais explicitement que la voiture n'était pas à vendre. Duncan a perdu de sa superbe. La médiation a eu lieu 2 semaines plus tard. Craig est arrivé en grimaçant de douleur.
Duncan a tenté de me faire payer la moitié des factures médicales de Craig au nom de la responsabilité partagée. Marlène a rétorqué que je n'avais aucune obligation de subventionner ses mauvais choix. Craig a fini par s'excuser, disant qu'il n'avait pas compris l'importance de la voiture. Je l'ai regardé et je lui ai dit que s'il n'avait pas compris après 3 ans de mariage, c'est qu'il ne m'avait jamais connu du tout. Nous avons trouvé un accord en 1 heure. Je gardais la maison, la chevelle et mes comptes personnels. Craig a tout signé, même le document reconnaissant qu'il n'avait aucun droit sur la voiture. 6 semaines plus tard, le divorce était prononcé. Il avait tout perdu, sa moto, son mariage et beaucoup d'argent en frais médicaux. 2 semaines après le divorce, j'ai vu une thérapeute, Arabella MC Knight, spécialisée dans les traumatismes liés à la trahison. Elle m'a aidé à comprendre que j'utilisais la chevelle pour maintenir mon père en vie dans mon quotidien, n'ayant jamais vraiment fait mon deuil. La voiture était un lien, mais ce n'était pas mon père. Elle m'a suggéré qu'honorer sa mémoire signifiait utiliser la voiture comme il aurait voulu, en la conduisant et en profitant, au lieu d'en faire un sanctuaire intouchable. Le dimanche suivant, j'ai emmené Mélodie faire une vraie virée à la campagne. Les fenêtres étaient baissées, l'air était chaud et le moteur ronronnait. J'ai raconté à Mélodie des histoires sur mon père sans le poids habituel du chagrin. La chevelle n'était pas ce qui le gardait en vie, c'était ses souvenirs. Mélodie a demandé si j'avais déjà pensé à vendre la voiture pour éviter toute cette douleur. J'ai expliqué que la chevelle n'était pas une question d'argent, mais de ne pas laisser quelqu'un d'autre définir ce qui est important pour moi. 6 mois plus tard, j'allais beaucoup mieux. Ma thérapie progressait et la chevelle était entretenue exactement comme papa l'aurait souhaité. J'avais recommencé à fréquenter des gens, mais avec une limite claire, la chevelle était non négociable. Si quelqu'un suggérait de la vendre, je savais qu'il n'était pas pour moi. J'ai fait encadrer la déclaration d'Alan et je l'ai accrochée dans le garage à côté de la vieille boîte à outils de mon père. 7 mois après le divorce, le jour de ce qui aurait été le 70e anniversaire de mon père, je suis allée au cimetière avec la chevelle. Je me suis garée près de sa tombe, j'ai laissé tourner le moteur et je lui ai tout raconté. Je lui ai promis que j'avais tenu ma parole. Je suis restée là, à regarder le soleil se lever à travers le pare-brise. Mélodie est arrivée avec du chocolat chaud et des beignets. Plus tard, nous sommes allés au Frances dîner, là où papa m'emmenait chaque samedi. Nous nous sommes installés dans son box préféré et j'ai commandé son plat habituel, un cheeseburger au bacon avec un milkshake au chocolat. En portant un toast à sa mémoire, j'ai compris que récupérer la chevelle n'était pas seulement une question d'objet. C'était une question de respect de soi. Craig avait essayé de réduire 3 ans de travail à du métal et des pièces. Mais j'avais prouvé que c'était bien plus que cela. La chevelle était dans mon garage, le moteur tournant à la perfection, prête pour notre prochaine promenade du dimanche.